Donc je m'occupe de diriger aujourd'hui toute la recherche du BCG sur l'impact du digital, en général sur les organisations IT. Et du coup, pour faire ça, donc j'ai travaillé avec une équipe et puis on s'est rappelé un peu ce qui s'est passé depuis 95. 95, c'est l'époque où finalement sont nés les grands du web d'aujourd'hui, Amazon, eBay, hein, on appelle Yahoo. Aux États-Unis, ils appellent ça Class of 95. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe depuis quelques années, puis d'essayer de prédire ce qui va se passer dans le futur, et surtout quel impact ça va avoir sur notre travail au quotidien, soit du côté geek ou du côté boss, de qu'est-ce qu'on doit changer dans nos façons de travailler. Alors, j'ai choisi une image d'Okusai parce que c'est vrai que si on prend un peu de recul depuis 96, le monde a complètement changé. Moi, en 96, j'ai fait mon premier projet dans l'Internet. Et c'était pour un opérateur de télécom en France qui se posait la question de savoir est-ce que le métier d'opérateur Internet est un métier d'opérateur télécom. En 96, ce n'était pas une question triviale, puisqu'aux États-Unis, à l'époque, il y avait IBM avec Prodigy, CompuServe et AOL, et aucun n'était opérateur télécom. Et depuis, j'ai travaillé beaucoup dans l'automobile, dans les biens de grande consommation, un petit peu dans la pharmacie, et effectivement, moi j'ai vu en tous les cas une explosion, mais on n'est pas arrivé au bout complètement. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on a ce qu'on appelle un tipping point, c'est-à-dire que maintenant, les frontières entre l'online et l'offline dans tous les domaines de la vie, y compris les biens de grande consommation que je vais prendre comme exemple, sont extrêmement floues, et ça change les règles du jeu. Alors, je voudrais commencer par un petit quiz. Je vais vous montrer quelques images, soit d'enseignes, soit de produits. Et à votre avis, dans le monde actuel ou dans le monde futur d'Internet, e-commerce mobile, est-ce qu'à votre avis, c'est des gagnants ou des perdants? Donc ça, c'est Best Buy, c'est un équivalent de Darty spécialisé dans l'électronique. Donc ils vendent plein de produits électroniques. À votre avis, c'est un magasin qui va gagner ou qui va perdre? Qui va gagner? Non, mais on a le droit. Les couches Pampers. Dans le monde digital, plutôt bien les couches Pampers. Ça reste, il y a quand même des besoins primaires à satisfaire. À voir qui les vend, on verra bien. Ça, c'est un magasin américain qui s'appelle Family Dollar. C'est un équivalent de Lidl. Mais en fait, c'est vraiment un magasin qui vend des produits extrêmement... L'idée, à l'origine, c'est $1. Dans le monde Internet, c'est quelque chose qui reste ou qui disparaît? Ça disparaît? Intéressant. Une bouteille de parfum française. Joël? Ça reste. Mais c'est vendu par Chanel ou c'est vendu par quelqu'un d'autre? Vendu par Chanel. On y reviendra. Est-ce que vous connaissez... Non? Ça peut être vendu n'importe quoi, d'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? À part des Playmobil, ça je pense que vous avez reconnu à droite, une navette spatiale à gauche, mais le petit packaging derrière, vous connaissez ou pas? C'est le packaging fait par Amazon. Donc quand vous commandez des Playmobil ou une navette spatiale sur Amazon, en fait, Amazon a fait un package spécial directement adapté au jeu, ce qui fait que vous mettez le bateau de pirate directement dans la boîte. Elle est complètement faite pour. Il n'y a plus, si vous avez des enfants, quand vous ouvrez une boîte de Playmobil, il y a plein de petits fils fil de fer avec du plastique un peu pénible à ouvrir. Là, c'est complètement intégré. Vous recevez ça chez vous, vous l'ouvrez et vous sortez le bateau. Ça marche parfaitement bien. Ça, à votre avis, ça continue ou ça continue pas? Ça continue pas mal. On va voir. Donc c'est intéressant parce que c'est assez mix. Il y a des choses, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, d'autres au contraire, tout à fait d'accord. Donc on va voir. Je passe sur les barres Mars. Alors, avant d'aller un peu sur le futur, je préfère revenir sur le passé. Je vous donne ma phrase favorite de Fernand Braudel, que vous connaissez sûrement. Il disait « Le présent sans passé n'a pas d'avenir ». Et au passage, pour moi, son meilleur livre sur la Méditerranée, qui explique bien effectivement quelque chose qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, il décrivait la Méditerranée comme une économie monde, et Internet est en train de devenir une économie monde. Et je pense qu'il y a pas mal d'analogies à faire entre ce qui se passe aujourd'hui et Braudel. Alors, ce que je voudrais raconter, c'est les 4 tsunamis, un peu à la manière du dessin d'Okusai. Ils ne sont pas complètement chronologiques. Les 2 premiers, en tous les cas, se télescopent un peu, mais aujourd'hui, clairement, on est au 3e. Et donc, en fait, les 3 tsunamis qui sont passés, ça a concerné d'abord les produits digitaux, qui sont devenus évidemment facilement transposables au web. Ensuite, on va parler des produits finalement à forte valeur ajoutée, très chers, qu'on peut vendre sur Internet. Ce qui est en train d'arriver, c'est les places de marché autour d'Amazon et puis des gens comme Taobao en Chine, on le verra. Et puis ce qui va arriver bientôt, c'est tout le reste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au point, et dans quelques pays, ça commence déjà, vous le verrez en Corée, on commence en Angleterre, où en fait, le commerce électronique va impacter tous les compartiments du jeu. Et c'est ça qui est assez fascinant, parce que derrière, ça veut dire que les informaticiens,
vont devoir avoir un impact assez fort, parce que tout ça est quand même très lié aux plateformes informatiques. Bon, la première vague, vous la connaissez tous. C'était la première vague Internet, c'était les produits digitaux facilement qui, effectivement, grâce à l'iPod ou d'autres, viennent en ligne. Et donc, on vend en ligne de la musique, on vend en ligne des livres. Alors, soit des livres via Amazon papier, parce que ça s'envoie facilement, soit des livres sur Kindle. Et donc, effectivement, il y a plein de nouveaux business models qui se créent autour d'iTunes, autour d'Amazon. Il y a quelques casualties, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il y a eu quelques morts, des gens comme Circuit City ou Borders ou Barnes Nobles. Donc il y a des sociétés qui ont fait faillite là-dedans. Hein. Donc si vous la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, assez longtemps, c'était l'été dernier. Et je crois qu'il y avait justement Borders qui était dans le centre commercial où j'étais. Donc ils vendaient tout, c'est non seulement les livres, les disques et ce qu'il y avait dedans, mais les mobiliers, enfin l'américaine quoi. Hein. Il y avait les enseignes, tout. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait faillite ou des gens comme Circuit City ou des gens comme Best Buy au début, pourquoi est-ce qu'ils vont faire faillite? Parce que fondamentalement, la logique économique d'Internet est très différente de la logique économique du monde physique. Parce que dans Internet, il y a à la fois une énorme concentration, parce qu'en fait, effectivement, vous vendez des blockbusters, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle la long tail, la longue queue en français, où vous pouvez vendre des produits avec une énorme diversité. Évidemment, quand vous êtes dans un magasin physique comme Darty, il y a tant de machines à laver, puisqu'ils sont limités par la place que vous avez dans le magasin. Sur Internet, vous pouvez en vendre beaucoup. Alors, les machines à laver, c'est un mauvais exemple. Mais si je prends par exemple un magasin électronique, le magasin électronique, pour vous attirer, il vous vend une télé Samsung ou Sony à un prix d'appel. Donc, il ne va pas beaucoup gagner d'argent là-dessus. Mais vous allez venir pour ça. En revanche, le câble HDMI pour connecter votre télé à ce que vous avez chez vous, l'Apple TV ou autre, là, vous allez le payer assez cher. Et là, si vous dites que j'achète que la télé chez eux, ils n'ont pas de marge. En revanche, vous allez sur Internet, et là c'est très facile d'acheter une prise, un câble HDMI, pas très cher, et donc la marge sur ces objets-là disparaît, et donc la boutique qui vendait ça et qui faisait sa marge dessus n'a plus cette source de marge, et donc disparaît. Un point que j'ai trouvé fascinant, c'est le développement des sociétés qui pour moi étaient amenées à avoir des gros problèmes du type tous les gens qui vendaient des disques avant, en fait ils se sont réinventés, et ils ont beaucoup travaillé sur les droits. Et ils ont fait beaucoup de concerts, etc. Et en fait, quand vous regardez le chiffre d'affaires et la marge des grandes sociétés de disques, a très peu baissé depuis ce tsunami-là, et ils ont vraiment su se réinventer. Donc il y a toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles dans les tsunamis. Le deuxième tsunami, c'est le tsunami autour de eBay, Toys, Zappos pour les chaussures. Donc qui touche en fait, là, c'est quoi? Là, l'idée, c'est de se dire, finalement, le coût logistique peut être faible pour un produit qui soit de petit volume et très cher. Et donc, sur tout un tas de produits qui vont toucher quand même de 100 milliards à 1 trilliard de dollars, il y a une possibilité de gagner de l'argent en ligne. Et est-ce que vous savez, à votre avis, quand Amazon vend des produits, dans combien de cas ils ont une marge positive? Quand ils vous l'envoient et qu'ils vous le livrent? Quasiment, alors ça dépend, on va y revenir, quasiment 90 à 100% sur la plupart des produits unitaires. En revanche, dans ce qu'ils font actuellement, ça change un peu. Donc ça, ça marche bien pour les jouets, ça marche bien pour les chaussures. Les chaussures aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. En fait, vous envoyez, en fait, vous demandez 3 paires de chaussures, 42, 42,5, 43. Vous les recevez chez vous, vous les essayez, vous gardez celles que vous voulez, vous remettez soit au bureau où il y a un endroit, une sorte de point redoute au bureau ou quelque part où vous les renvoyez. Et en fait, les chaussures repartent. Et donc vraiment, les gens aujourd'hui achètent des chaussures sur Internet de façon très facile. Comment est-ce que les marques ont répondu? Les marques ont répondu soit en faisant de la vente directe, donc des gens comme Nike ou autres ont beaucoup travaillé sur le website, ou Chanel, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la marque, et en rajoutant énormément de contenu à leur site. C'est-à-dire qu'en fait, leur site devient beaucoup plus un média, pas uniquement un site de e-commerce. Et ils ont Sephora notamment est probablement un des meilleurs sites les plus intéressants à voir sur le sujet. Et puis il y a des sites qui sont apparus, qui sont en fait des sites spécialisés sur le luxe ou sur certaines catégories, qui eux finalement ont attiré les consommateurs quand les marques étaient un peu faibles ou n'avaient pas assez de discours. Et en fait aujourd'hui les gens se déplacent vers des supermarchés en ligne, mais avec énormément de contenu. Et donc ça, c'est un vrai problème pour certaines marques. Alors pour Chanel, on a fait l'étude, pas pour Chanel, mais on a regardé. Effectivement, les gens iront toujours acheter sur le site de Chanel, en tout cas la première bouteille de parfum. Pour la recharge ou la deuxième bouteille, c'est pas évident de savoir s'ils iront la chercher quelque part où c'est plus pratique, même s'il y a évidemment toujours le mythe. Donc la troisième révolution, celle qui est en train d'arriver en ce moment, le troisième tsunami, c'est autour de ce qu'on appelle les places de marché. Alors, est-ce que vous connaissez Taobao ou Rakuten? Vous savez ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est?
C'est un équivalent d'Amazon au Japon, et Taobao, c'est l'équivalent d'Amazon en Chine. Ce qui se passe en fait, c'est qu'au lieu de vendre, la vraie question c'est de dire bon maintenant on est arrivé à la limite, hein, c'est-à-dire que on va peut-être pas vous envoyer effectivement une barre marche chez vous ou 3 piles chez vous, vous pouvez pas faire livrer 3 piles. Donc est-ce que vous connaissez un système sur Amazon qui s'appelle Prime, où vous pouvez vous abonner pour avoir une livraison gratuite chez vous? Vous connaissez le système ou pas? Qu'est-ce qui est abonné à Prime? Alors moi je suis abonné. Donc Prime, juste pour vous dire, alors d'ailleurs c'est un grand mystère pour moi, parce qu'à une époque ils m'ont fait une offre gratuite, et grosso modo c'est un truc qui coûte 100 € par an, vous payez 100 € ou 80 € par an, et après vous avez la livraison est gratuite pour tout ce que vous achetez. Donc que vous achetez 3 piles ou un Playmobil à 50 €, ça coûte rien. Alors j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis abonné, j'ai l'impression que je ne paye pas, mais en fait peut-être qu'ils me débitent quand même, et je m'en suis pas rendu compte. Mais ceci dit, depuis qu'ils font ça, le panier moyen d'Amazon, avant que les gens s'abonnent à Prime, est à peu près de 40 à 50 $ par an. Une fois que les gens s'abonnent à Prime, ça passe à 200 $ par an. Hein, donc ils multiplient quand même par 4 le panier moyen qu'ils font avec les clients. Et ce qui fait que, alors qu'ils étaient toujours rentables sur ce qu'ils livraient, la première année où ils ont le client, ils sont rentables sur 50% seulement de ce qu'ils envoient. Mais dès la deuxième année, et quand on dépasse les 200 $, ils sont à nouveau rentables sur quasiment tous les envois, parce qu'en fait, les gens regroupent à nouveau les envois. Et donc, Amazon a des taux de croissance, je veux dire, à nouveau inégalés. Hein. Aujourd'hui, fin d'année dernière, c'était 50 milliards dans le monde, 30 milliards aux US. Ils vont probablement être à 50 milliards de chiffre d'affaires aux US en fin d'année. Amazon, c'est 20% des achats de places de marché, surtout le retail e-commerce aux US. Taobao en Chine, bon, en Chine hein, c'est assez concentré. Taobao, c'est autorisé par l'État, donc c'est 80%. Rakuten au Japon, je crois que c'est 30%. Donc on arrive en fait avec des monstres. C'est-à-dire que imaginez un magasin qui fait 50 milliards de dollars et qui a deux caractéristiques très différentes. La première, Amazon fait 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux US. Donc la première chose, c'est quand vous regardez la logique économique, quand ils ont besoin de faire des appels d'offres pour envoyer de la livraison, de la logistique, ils arrivent à avoir presque 10 points de moins en négociation avec, parce qu'ils sont capables d'assurer un tel niveau de flux et un tel niveau de route aux États-Unis, ils ont presque 10 points de moins de coûts que leurs concurrents, y compris des grands concurrents comme Target ou d'autres. La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans des technologies incroyables. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, il faudra demander à François plus de temps la prochaine fois, mais ils ont investi dans la logistique, un entrepôt entièrement robotisé, où finalement vous avez uniquement des hommes qui finissent le dernier mile du packing, c'est-à-dire en fait il y a des robots qui vont calculer avec de la recherche opérationnelle le meilleur chemin pour aller chercher en fait votre panier. Et en permanence, les robots optimisent le chemin pour aller minimiser en fait le temps et le nombre de kilomètres parcourus dans l'entrepôt. Et la dernière touche est faite par un être humain qui prend le paquet et qui met vos produits dans le paquet. Pour être capable d'investir là-dedans, ces technologies qui coûtent très cher, il faut avoir la taille. Et en même temps, donc évidemment Amazon derrière a des relations avec Pampers, c'est pour ça que je vous le montrais, qui deviennent un peu compliquées. C'est-à-dire que c'est devenu tellement important que Walmart a dit maintenant, donc Walmart c'est le Carrefour américain, c'est le plus grand employeur du monde, dans les entreprises privées c'est 1 million d'employés aux États-Unis, et donc Walmart a dit à tous ses fournisseurs que ceux qui travaillaient avec Amazon ne seraient évidemment pas déréférencés chez eux, mais seraient beaucoup moins bien traités que ceux qui ne travaillaient pas avec Amazon. Donc à voir si Pampers décide de travailler avec l'un ou l'autre. Mais l'autre point qui est intéressant, c'est que Amazon a aussi la longue tail. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, que vous soyez finalement Pampers ou que vous soyez une petite PME de 400 employés, vous avez accès à Amazon quand même. Et vous avez accès finalement aux 50 milliards d'économies d'échelle d'Amazon. Donc l'effet taille ne joue plus non plus. Et donc le monde devient assez compliqué, et notamment pour l'ensemble des fournisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le dernier point finalement, c'est comment on passe à tout le reste. Et donc comment on passe à tout le reste, c'est plusieurs trilliards de dollars de points. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire finalement, encore une fois, des gens comme Amazon réfléchissent beaucoup à ça au Sainsbury. En France, on connaît ça, il y a le Drive avec les Auchan, les Leclerc. Donc l'idée, c'est d'avoir de la convenience, c'est-à-dire en fait, vous allez faire vos courses sur Internet, mais vous allez les chercher là où c'est pratique, alors soit dans un parking d'Auchan, soit dans une gare SNCF où il y a un point qui vous livre, et en fait, donc vous pouvez vous minimiser le temps de vos courses. Alors Amazon et Sainsbury sont allés plus loin en Angleterre, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des casiers réfrigérés où en fait vous les louez, vous dites moi j'irai chercher entre 8h du matin et 10h du matin mes courses, et donc vous pouvez aller dans votre casier et là on peut tout vous livrer, y compris des yaourts, des produits frais, etc.
Et donc là, en fait, on voit maintenant qu'effectivement, l'e-commerce arrive complètement, grâce à cet aspect logistique, on arrive à briser le compromis entre les coûts logistiques et puis la livraison à la maison. Et donc, on arrive à quelque chose d'autre. Et là, ce qu'on voit, c'est que le monde change. Et du coup, tout ça devient complètement informatique, puisque en fait, on est en train de connecter. Quand vous faites ça, ce qui est important, c'est avec votre iPhone ou votre BlackBerry ou quoi que ce soit, qu'on sache où vous êtes, combien de temps vous allez être. Si vous êtes en retard, comment est-ce que je fais pour récupérer le casier. Et donc, on voit que le monde, là, pour moi, bascule complètement et on y est. Donc, c'est ce qu'on on commence à voir arriver. Et dans les 2 ans à venir, on va voir une grande partie du commerce électronique encore croître. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour surfer le tsunami? Donc là, c'est moins sympathique ou c'est plus joli, c'est Hawaï probablement, je ne sais pas où. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? En fait, quand on réfléchit sur le digital, la première question que me posent les gens avec qui je discute, c'est finalement qu'est-ce que c'est le digital? Et donc, bon, c'est une question pas évidente. Donc, j'ai essayé de classer ça en 2 grands sujets et 5 thèmes. 2 grands sujets, finalement, le digital, ça vous aide à faire du chiffre d'affaires, la top line. Et donc, comment est-ce que vous faites ça? Le fait de faire du marketing, d'être beaucoup plus efficace, plus précis, vous connaissez ça très bien. Le fait de pouvoir faire de l'e-commerce, donc on vient d'en parler, donc ça permet de le faire. Et puis, tout l'aspect décision temps réel. La capacité à avoir de l'information en temps réel vous permet de prendre de bien meilleures décisions, de mieux connaître vos clients. La société qui fait ça aujourd'hui le mieux du monde, c'est Procter & Gamble, dont le président a dit Procter sera la première société du monde digitalisée de la conception de produits à la vente de produits. Et donc il a une salle de direction un peu, alors qui doit ressembler à ça, mais un peu plus américaine, dans lequel il y a des écrans tout le long du mur et il y a toute l'information digitale de Procter. On peut zoomer par pays, les feux rouges s'allument, etc. Quand le comité de direction se rassemble, il peut avoir toute l'information sans avoir besoin de passer 4 coups de fil à parler à 3 comptables. Après, il y a la partie enablers, c'est-à-dire effectivement tout ce qui permet de le faire. Donc il y a 2 sujets. Un sujet autour de la collaboration, donc ce que Laurence Barthes a présenté chez Dassault Systèmes hier par exemple, et tout un sujet autour de l'innovation. Comment est-ce qu'on fait de l'innovation avec ses clients, ses partenaires et l'innovation ouverte. Et donc là encore une fois, il y a pas mal de sociétés aujourd'hui finalement qui font beaucoup de co-innovation et qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans le développement de produits, qui reste un des facteurs clés de succès. C'est-à-dire que si vous voulez vous battre dans la distribution, le fait d'avoir les produits les plus rapidement, c'est ça qui reste finalement comme dernier avantage concurrentiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les informaticiens? Ça veut dire qu'il va falloir vivre dans un monde à 2 vitesses. À gauche, vous avez le monde industriel. Et contrairement à ce qu'on pense, ça va durer longtemps. Il y aura encore du COBOL pendant très longtemps. Je vois, il y a des gens de l'assurance ici. Je pense qu'on va développer encore dans des vieilles technos pendant longtemps. Mais il y a vite aussi un monde qui est un monde agile, un monde beaucoup plus rapide, qui va à la vitesse où il faut expérimenter. Et donc effectivement, ce que vous avez, c'est il faut pouvoir gérer des technologies qui soient à la fois émergentes et à la fois anciennes, travailler sur des cycles qui sont à la fois longs mais aussi très rapides en termes de semaines, travailler sur, pourquoi pas, du cycle en V quand c'est bien connu, mais aussi avoir, un de mes consultants, Jérôme, m'a appris ce mot, YAGNI, c'est-à-dire vous n'en avez pas besoin, on va vraiment vous développer le minimum pour qu'en 1 semaine ou 2, on ait le produit. Et puis du coup, en termes de compétences, c'est là que devient la vraie difficulté. On va devoir sortir du taylorisme et maintenant avoir des gens qui sont beaucoup plus polyvalents et qui travaillent beaucoup plus en équipe. Alors on pourrait parler d'agile, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, et de gérer différentes compétences dans l'entreprise. Alors, ça commence déjà, et il y a pas mal en fait de sociétés qui ont ce genre de comportement. Je ne sais plus qui hier avait cette citation de William Gibson qui a écrit Neuromancer sur le fait que le futur est déjà là, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'il est en fait distribué de façon pas égale entre les gens. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup d'informaticiens en fait commencent à prendre une part dans le digital. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et moi, ce que je vois, c'est que d'un côté, vous avez des marketeurs qui font des expérimentations, donc c'est super, vous allez voir des grandes sociétés de consumer goods, elles nous disent, oui, aux États-Unis, je fais ça, en Angleterre, je fais ça. Sauf que le niveau de maturité est très différent, et vous ne construisez pas de plateforme. Alors, si vous voulez discuter avec Google pour faire de la publicité, si vous voulez mettre en place de la collaboration, si vous n'avez pas les plateformes qui existent et qui sont, elles, à travers les différents pays, les géographies, les business units, vous n'allez pas être capable d'arriver à la bonne vitesse et vous allez devoir réinventer tout dans les pays. Donc on se retrouve devant un arbitrage central-local. Qu'est-ce que je garde en fait finalement, qui est un vieux débat du monde SAP ou RP ou autre. Qu'est-ce que je garde dans mes applications centrales, plateformes centrales? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je mets en local? Qui redevient complètement crucial. Et de façon intéressante, je pense que les sociétés les plus en avance sont à la fois extrêmement expérimentales. Elles laissent beaucoup de liberté aux gens dans les régions et dans les business units en laissant finalement un budget pour expérimenter, mais sur des bases techniques extrêmement standardisées qui permettent de réutiliser beaucoup. Et je pense que c'est ça le défi du digital. Et
et qui nous concerne tous parce que qu'on soit dans l'assurance, la banque, la grande consommation ou l'industrie, en fait, on se rend compte que ça y est. Je pense que les 5 prochaines années seront les années où on basculera vraiment d'un monde où il y avait encore une frontière à un monde où il n'y a plus de frontières.